Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end. Nous allons revenir comme tous les vendredis sur les moments forts de l'actualité culture, loisirs et sport de la semaine pendant 26 minutes. Au cours de cette émission, nous vous ferons découvrir avec Sylvie Laouna, la directrice d'Yvelines Tourisme, des idées d'activités pour petits et grands pour la seconde semaine des vacances de la Toussaint. Mais tout d'abord, c'est actuellement la saison de la cueillette des champignons et dans la forêt de Rambouillet, les mycologues ont recensé plus de 2000 variétés. Le week-end dernier, à Gazeran, se tenait une exposition pour en apprendre un peu plus sur la toxicité des champignons. Olivier Maniscalco vous explique tout. Apprendre à cueillir sans danger les champignons. C'est le thème que proposait ce week-end l'exposition mycologique de Gazeran. Organisée depuis plusieurs années par le Centre d'études de Rambouillet et de sa forêt, l'expo proposait aux visiteurs d'observer près de 220 espèces de champignons. Girolles, cèpes de Bordeaux, chanterelles en tube ou trompettes de la mort, certains champignons se consomment sans risque. Pour d'autres, il faut être bien plus vigilant. Le conseil déjà qu'on va donner en premier, c'est de bien cueillir l'intégralité du champignon. Parce que si on n'a pas les caractéristiques de la base du pied, on peut passer à côté d'une amanite avec une volve, donc bien cueillir l'intégralité du champignon. Alors voilà donc l'amanite phalloïde qu'il faut bien apprendre à connaître, puisque c'est vraiment la plus dangereuse, avec une volve en sac très épaisse, un anneau et surtout elle est verdâtre avec des fibrilles sur le chapeau. Mais elle peut aussi être blanche. Donc c'est pour ça qu'il faut bien cueillir tout le champignon pour voir la volve. Et on peut la toucher sans non, risque. Non. Par contre, un tout petit bout, la moitié du chapeau, là, ça peut vous tuer. Je ne cueille pas plus de champignons en fait, parce que depuis 3 ans que j'ai découvert cette exposition, je trouve qu'il y a beaucoup de champignons qui se ressemblent trop et donc j'ai peur de me tromper si je ne suis pas accompagnée par quelqu'un de compétent. Près de 2000 variétés de champignons ont été inventoriées sur le massif de Rambouillet. Selon le CERF, les cas d'intoxication sont en augmentation ces derniers temps. Prenez donc le temps de vous renseigner ou de faire appel à un mycologue avant vos sorties en forêt. Je le disais dans les titres, la première semaine des vacances de la Toussaint se termine et si vous n'avez pas encore trouvé une activité pour vos enfants, Sylvie Laouna, la directrice d'Yvelines Tourisme, va nous donner quelques bons plans. Bonjour à vous Sylvie. Bonjour. Alors tout d'abord, je crois qu'on va partir du côté du musée du jouet à Poissy. Voilà. Alors là, ce sont des ateliers qu'on propose aux enfants, c'est sur inscription. Et dans le cadre de jeux de construction, l'exposition qui est montée au musée du jouet à Poissy, on peut fabriquer des maisons en boîte d'allumettes ou une maison de poupée à l'intérieur d'une boîte de chaussures. Et puis on peut jouer aussi aux architectes d'intérieur. Donc tout ça à Poissy au musée du jouet. On va rester peut-être un petit peu dans l'architecture et la culture, au château de Mézeaux. Au château de Maison-Lafitte, exactement. Donc c'est le même style, effectivement. C'est une exposition qui s'appelle Architectes et jeux de construction. Donc comme chacun sait, le château de Maison-Lafitte a été conçu par François Mansart. Et on donne des petits livrets aux jeunes qui viennent pratiquer cet atelier. Ils peuvent s'inspirer de cet étonnant architecte François Mansart pour créer eux-mêmes leur propre construction. Et si vos enfants ne sont pas tentés par l'architecture et la culture, il y a une activité assez originale du côté de la Bergerie nationale. Alors là, c'est beaucoup plus ludique. On n'est plus du tout dans la construction, on n'est plus dans l'aspect culturel. On est vraiment dans le jeu et c'est donc à la Bergerie nationale à Rambouillet. Donc on peut jouer aux Indiens et aux cow-boys. Donc on peut être accueilli par les cow-boys dans le ranch, s'exercer au lasso, s'exercer au fer à cheval.
cheval, au lancer de fer à cheval, au rodéo sur un cheval mécanique, donc plein de choses qui ont trait à la vie du cow-boy. Et puis on peut être aussi accueilli par les Indiens dans leur tipi, et là on apprend à fabriquer un arc et des flèches, et puis on apprend à réaliser le bandeau d'Indien, on mange des châtaignes, plein d'activités pour avoir la parfaite panoplie du cow-boy et de l'Indien. On peut aller déguiser, mais il faut surtout pas oublier qu'on peut aussi voir les animaux comme d'habitude à la bergerie, et voir un peu comment on s'en occupe, et même y participer si on le souhaite. Donc un bon moment de jeu pour les enfants à la bergerie. Un autre lieu de culture, il y en a quand même beaucoup dans le département, oui. Cette fois-ci du côté de Mantes-la-Jolie. Alors, à Mantes-la-Jolie, à côté de la collégiale, il y a un musée qui s'appelle le musée de l'Hôtel-Dieu. Il y a une exposition là actuellement sur Dali et le surréalisme. Alors comme ça n'a pas l'air très ludique, mais finalement, on le rend ludique pour les enfants, et on leur propose de regarder un peu comment faisaient les surréalistes et le courant de Max Ernst, de Joan Miró, et on leur montre comment on peut réaliser avec des feutres, avec du collage et des peintures, un tableau surréaliste. Donc on le rend une idée ludique. qui serait peut-être pas la première venue dans l'esprit des enfants. Je pense qu'ils penseraient plutôt à la bergerie dans leur esprit, mais c'est intéressant, et c'est assez rigolo finalement, même si le sujet au départ ne l'est pas. Quelques balades presque traditionnelles du côté de France Miniature. Voilà, pour les vacances d'automne, on découvre France Miniature aux couleurs de l'automne, et c'est extrêmement joli de voir la France en miniature avec des couleurs un peu spécifiques. Il y a des balades comptées, et donc la conteuse emmène les enfants auprès des miniatures, et leur fait découvrir des légendes, des contes, et tout un tas d'histoires qui vont les faire frémir. On est quand même aux abords d'Halloween, il ne faut pas l'oublier. Oui, j'allais y venir. Halloween, c'est dans quelques jours. Si vous n'avez pas encore votre déguisement, vous allez pouvoir le préparer en tout cas. Voilà, et on peut aller à la ferme de Villetin pour faire de la sculpture sur citrouille. Donc on achète sa citrouille et on la sculpte évidemment selon son gré, on fait un peu ce qu'on veut, et c'est une activité tout à fait ludique. On repart avec son futur déguisement pour Halloween. Halloween aussi du côté du château de Thoiry dans quelques jours. Alors un château, évidemment, il y a tout un tas d'ancêtres et de fantômes qui peuvent peut-être régner sur les différentes pièces. Alors on va les rencontrer, et deux vampires vous accueillent, et puis là on vous fait rencontrer les fantômes et toutes ces créatures qui font peur. Et puis il y a un parcours spécifique avec des anecdotes et tout ce genre de choses spécifiquement pour Halloween. Mais bien sûr, faut pas oublier quand même qu'on peut même rencontrer les araignées et les petits insectes à l'Arche des Petites Bêtes, qui a été ouvert l'année dernière. Donc tous ces petits animaux tout petits qui ont été recensés dans cette arche, et donc une bonne journée en perspective à Thoiry. Après le château hanté de Thoiry, on va peut-être aussi pouvoir fêter Halloween dans les airs. Alors là dit comme ça laisse rêveur, et c'est l'Acro Night spécial Halloween qui peut se faire le 31 octobre prochain à la base de loisirs de Saint-Quentin. Donc l'association Branche et Loisirs vous propose de faire une activité spéciale Halloween le soir, donc avec des peintures fluorescentes, et donc on vous voit la nuit, vous pouvez même vous déguiser, et donc c'est encore plus impressionnant que la journée. On se jette dans les airs et on ne voit pas vraiment où on se jette, mais c'est sécurisé, on ne risque rien évidemment, mais ça fait peur. Merci beaucoup Sylvie pour toutes ces idées de sortie, donc pour la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, et puis à bientôt pour de nouvelles idées bon plan. À bientôt. Cette semaine, dans le kiosque, Nicolas Gervais vous a fait découvrir Ubu Roi. Mise en scène par Declan Donlan, cette pièce de théâtre fera étape au théâtre Saint-Quentin de Saint-Quentin en Yvelines du 6 au 9 novembre prochain. Rencontre avec l'un des acteurs, Sylvain Levitte. C'est l'histoire de Père Ubu et Mère Ubu qui veulent accéder au pouvoir. Mère Ubu incite Père Ubu à tuer le roi Venceslas et à prendre le trône. Et à partir du moment où il devient roi, il va se mettre à tuer tous les nobles, tous les magistrats, tous les financiers de son royaume. Ça, c'est la version Jarry. Jarry a écrit donc en étant adolescent, et il a écrit cette pièce directement en référence à son professeur de physique, Monsieur Hébert. Et il a fait une caricature grossière de son professeur de physique.
toi, fidèle écuyer, par ce moment que tu craches. Et mon sabre à mer. Et mon bâton à physique. Et mon casque à finance. Et mon croc à finance. Declan Donnellan a pris vraiment au pied de la lettre l'esprit de la pièce de Jarry. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment dit, il s'est vraiment mis dans l'esprit de Jarry et d'essayer de construire une pièce qui réponde directement à l'envie d'Alfred Jarry au moment où elle a été écrite. Donc comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment une caricature et une provocation vis-à-vis du monde adulte, vis-à-vis du monde donc, de son professeur de physique. Et donc il s'est emparé véritablement de cette pièce en la mettant aujourd'hui dans un appartement parisien bourgeois, et il regarde toute la pièce de Jarry à travers le regard d'un adolescent. Donc c'est moi qui interprète cet adolescent-là. Il regarde toute la pièce de Jarry à travers ce point de vue-là, comme si cet adolescent, qui est donc du coup, par métaphore un peu Alfred Jarry, se moque et dévoile le véritable comportement de ses parents, le véritable comportement qu'on peut tous avoir. Et à moi-même je rêve de Pologne. Serais-je reine de Pologne? Des comportements qu'on a tous, le désir de pouvoir. L'image qu'on a en public n'est pas l'image qu'on a en privé aussi, et même pour soi-même parfois. Mais c'est profondément humain. Cette mise en scène-là est profondément humaine, et humaine dans toutes ses contradictions. C'est-à-dire que on cache en permanence des désirs de pouvoir absolu, à travers ce masque de la civilisation. Declan Donnellan, dans les répétitions, nous a dit qu'on a tous un ubu en nous. On a tous des désirs de pouvoir, on a tous des désirs de meurtre plus ou moins assumés. Là, cet adolescent fait passer à l'acte, dévoile cette chose-là et révèle non pas la véritable identité, mais ce qu'on a tous en nous, qu'on cache. Oh, mais ils sont fort beaux, ma foi. Vous trouvez qu'ils me paraissent misérables? Regardez celui-ci. Oh, depuis combien de temps n'étais-tu débarbouillé, ignoble drôle? Laurent Bidault est l'auteur du premier tome de Paradoxe, édité par Glénat, BD d'anticipation en fait, qui met en scène la découverte du voyage à travers le temps par un prix Nobel de supraphysique. Installé à Versailles, le dessinateur travaille sur le second volet, le second tome de ce triptyque. Il nous a ouvert les portes de son atelier. Nous sommes en compagnie d'un dessinateur. Aujourd'hui, Laurent Bidault à Versailles. Il est le dessinateur de cette bande dessinée Paradoxe, éditée par Glénat, scénarisée par Didier Convar. Bonjour Laurent Bidault. Merci de me recevoir chez vous dans votre atelier. C'est ici que vous travaillez. Paradoxe, premier tome qui vient de sortir en librairie. C'est de la science-fiction. 2034, à Edvel Conrad, un homme qui est capable de voyager entre des univers parallèles. Pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette histoire ? C'est une histoire effectivement de science-fiction, mais avec une grande part du récit qui se situe aujourd'hui. Edvel Conrad est en fait diplômé du supraphysique, on va même dire prix Nobel de supraphysique, mais il est très controversé et effectivement il a la capacité de se déplacer dans le temps, mais de se cloner en fait dans le temps. Et le tout pour sauver sa femme, en fait. Il veut absolument... C'est présenté comme un ouvrage d'anticipation, c'est-à-dire que vous y croyez à ces possibilités, ces évolutions. C'est basé aussi sur une histoire vraie, sur une expérience vraie, un petit peu, qui avait permis à des scientifiques de dépasser la vitesse de la lumière. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Ça a été ensuite contredit l'année suivante, en 2012, mais en 2011, on y croyait. C'est ça qui a lancé l'histoire ? Effectivement, oui, c'est l'idée de départ pour le scénariste. Ça lui a permis de se dire, tiens, et si, en se déplaçant dans le temps, on laissait un double de soi-même à cet endroit-là. Mais effectivement, ça permet d'avoir un scénario extrêmement
malin, intelligent et retors. Justement, ces retors, c'est compliqué comme scénario. Est-ce que du coup ça rend compliqué l'illustration, les dessins? Parce qu'il faut rester aussi fluide pour la compréhension du lecteur. On voyage entre les époques, on voit ce personnage parfois se rencontrer lui-même aussi, donc il faut faire attention à la façon dont il vieillit pour que ça reste crédible. Oui, il y a énormément de difficultés dans cette bande dessinée parce qu'il faut à la fois effectivement être clair, donc j'ai utilisé un style très ligne claire et effectivement faire attention à tous les détails, tous les raccords. Il faut que les personnages, on les voit vieillir, on les sent vieillir et que les vêtements aussi expriment des changements d'époque, des changements de style très précis. Vous travaillez plus techniquement peut-être. Vous dessinez tout ici, vous revenez ensuite, vous travaillez par ordinateur. Comment ça se passe, votre travail de dessinateur? Il y a un peu des deux. J'ai aussi fait des reportages sur place, puisqu'il y a le Lutetia dans le tome 1 qui apparaît. Il y a aussi différents quartiers de Paris que j'ai voulu voir précisément pour préparer le travail. Vous faites des croquis, vous repérez un petit peu les lieux. Beaucoup de photos, surtout, donc des photos reportages, pour visualiser géographiquement précisément les lieux. Et ensuite, oui, je dessine ici d'abord un premier storyboard qui permet de mettre en place les cases et les personnages dans les cases. Puis ensuite un long travail de dessin. Ensuite, ces dessins sont scannés sur ordinateur, intégrés dans la mise en page. Ensuite ancré et ensuite mis en couleur. Vous parlez de la ligne claire, d'un dessin très ligne claire. En ce qui concerne cette bande dessinée, votre travail, qu'est-ce qui vous inspire justement comme auteur, comme classique de la BD franco-belge? Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont guidé un petit peu vos débuts de dessinateur et vous inspirent? Disons que oui, les grands classiques. Moi j'aime beaucoup William Vance qui dessine 13. Il a un style très efficace, très épuré, mais plein d'énergie. Enfant, j'aimais beaucoup les tuniques bleues, qui moi, certainement à un moment donné envie de faire de la bande dessinée, donc c'est assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Mais ce sont des bandes dessinées classiques franco-belges, pleines d'énergie et pleines de qualité. Pendant les vacances de la Toussaint, l'Estaminet de Maniamo accueille la fête des morts qui nous vient tout droit du Mexique. À l'époque des Aztèques, cette fête célébrait les retrouvailles des morts et des vivants. Et pour l'occasion, les enfants peuvent construire leurs calaveras. Comprenez leur tête de mort. Olivier Maniscalco a découvert leur création. Pour la Toussaint, l'Estaminet de Maniléamo rend hommage à ces morts à la mode mexicaine. Traditionnelle en Amérique centrale, la fête des morts célèbre en famille les ancêtres disparus. Malgré son nom, c'est une fête joyeuse. Les mariachis viennent jouer de la musique dans les maisons décorées de fleurs et on revêt aux squelettes leurs plus beaux habits. On colore aussi des têtes de mort comme ce matin dans cet atelier où les enfants se montrent créatifs avec leur crâne en terre cuite. Je vais en premier le peindre tout en blanc. Après, je vais faire une bouche jaune et des motifs orange et bleu. C'est une initiative qui a été prise par l'Estaminet de célébrer la fête des morts un peu autrement et de donner une connotation avec un autre accès à une autre culture qui était la culture mexicaine. Il y a une exposition Frida Kahlo en ce moment à Paris et donc on avait aussi envie de faire un lien par rapport à ça, ouvrir un peu les gens ici sur une autre dimension culturelle que la dimension toujours Halloween habituelle, quoi. Jusqu'à vendredi, les enfants auront l'occasion de découvrir cette fête méconnue via d'autres ateliers créatifs. Crâne en sucre, pain des morts et projection d'un film sur le thème viendront agrémenter leur culture mexicaine. Et évidemment, vous pourrez admirer toutes ces œuvres d'art à l'Estaminet en vous y rendant à Maniléamo dans les prochains jours. Nous allons continuer de voyager cette fois-ci aux Caraïbes, en Afrique ou encore au Brésil. Pendant 2 jours, les jeunes verriérois se sont initiés aux instruments de percussion comme le djembé ou le steel drum. Yolène Torres a suivi l'un des cours. Voyage aux 4 coins du monde à la Verrière. Durant 2 jours, l'espace Aimé Césaire accueille des enfants de 7 à 15 ans pour des ateliers percussion. Au programme, la batucada. Ce genre de musique brésilien, proche de la samba, se joue avec des instruments utilisés lors des carnavals. Dans un tout autre style, à quelques mètres de là, certains s'initient à la tradition africaine du djembé.
dans les années 20 aux Caraïbes. Ici, on joue du steel drum. Asia nous explique l'histoire de cet instrument, l'un des seuls exemples de révolution par la musique. Les Anglais, ils ont envahi les îles et que les habitants, ils ont été tous tués. Et ceux qui étaient en esclavage, ils pouvaient plus faire de musique. Alors ils ont trouvé des bidons et ils ont cabossé. Ça fait cet instrument maintenant. Cet instrument, fabriqué à partir de bidons de pétrole, est accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance musicale. L'enseignement est oral. On n'a pas de partition, rien du tout. Les notes sont indiquées sur les instruments. Et puis, voilà, c'est la mémoire qui va travailler. Et puis, l'apprentissage de l'oreille directement. Il n'y a pas de partition. Et c'est entre celui qui guide, le professeur, et puis les élèves qui vont se servir aussi de leurs propres moyens, des camarades, et puis essayer à chaque fois d'avoir quelque chose de cohérent. Avant de passer au sport, un petit appel à photo. Le Conseil général des Yvelines vous invite à participer à la Grande Collecte, une opération nationale pour commémorer la Première Guerre mondiale. Alors si vous avez encore dans vos albums des clichés de la Grande Guerre, rendez-vous aux archives départementales à Montigny-le-Bretonneux. En baseball, les Cougars sont passés à 2 petits points du titre de champion de France junior face au Paris Université Club le week-end dernier. Pourtant, tout avait bien débuté en demi-finale face au Squale de Vauréal. Récit de ce week-end. Dans cette demi-finale face à Vauréal, les Igny-Montins sont mis sur orbite par leur lanceur. Frédéric Walter réussit l'exploit de réaliser 10 retraits en l'espace de 4 manches, avec en prime un no-hitter sur sa prestation. De quoi ouvrir le boulevard pour les frappeurs et notamment Yuki. Dès son premier passage à la batte, le jeune Cougar enflamme Jean Maréchal. Derrière lui, les Igny-Montins enchaînent les points pour mener après 4 manches, 13-0. Au bout de 5 manches, la messe est dite, 21-6. Les Cougars s'envolent vers la finale. C'est impressionnant, mais c'était pas gagné, puisque au tour préliminaire, même équipe nous avait mis 14-1 quand même. On l'avait, je pense que le match de tour préliminaire, on l'avait pas pris au sérieux, enfin en tout cas pas assez au sérieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait le nécessaire pour que... On est arrivé, on avait un petit esprit de revanche et il fallait leur mettre un gros score parce que voilà, on voulait la finale et en plus on avait ce petit esprit, on avait pris une fessée, on voulait pas en reprendre une deuxième. Le dimanche, les joueurs de Rodolphe Lemeur sont opposés au vice-champion de France 2012, le Paris Université Club. Après les 2 premières manches, Montigny ne mène que d'un petit point grâce à la pépite Yuki. Ensuite, les lanceurs neutralisent les frappeurs jusqu'à la 6e manche. Le PUC inscrit alors les 5 points du titre dans les 2 dernières rotations. Le rêve Igny-Montin passe et cela fait 6 ans que cela dure. Mais l'avenir est prometteur et les Saint-Quentinois pourront tout de même se consoler avec Yuki et Fred Walter, élus respectivement meilleur frappeur et meilleur joueur des finales. Il s'appelle Xavier Benner, il a 31 ans et partage sa vie entre les terrains de volley-ball et le technocentre de Guyancourt. Il est capitaine de l'équipe de France de volley-ball, mais des sourds. Depuis près de 10 ans, ce Saint-Quentinois a redoré tout à fait le blason du volley-ball français. Nous l'avons rencontré avec Jonathan Willman. Xavier devient sourd à l'âge d'1 an à la suite d'une méningite. S'il parle, c'est grâce à des années de travail avec des orthophonistes. Il peut nous comprendre car il a appris à lire sur les lèvres. Ma famille, mes parents, ont bien pris en compte mon handicap, sans pour autant dire il y a ça, il n'arrivera pas à le faire parce qu'il est sourd. Non, ils disent il est normal comme un autre. À 14 ans, il claque ses premiers matchs avec les Valides à Amiens. Xavier découvre alors le volley des sourds et de nouveaux repères sur le terrain. On écarte les bras en disant je vais. On prend les marques avec l'habitude, l'expérience par rapport au filet et à la salle si on la connaît. Au début des années 2000, l'équipe de France est lettre morte. 7 ans plus tard, il décide de la remettre sur pied. En 2011, la sélection finit 6e des championnats d'Europe, puis à nouveau 6e aux mondiaux l'année suivante. Malgré ses bons résultats, les volleyeurs tricolores ne sont pas médiatisés, mais cela ne dérange pas le Guyancourtois. On a notre propre Jeux Olympiques, c'est les Deaf Olympiques. Et là, c'est encore moins médiatisé. Mais dans un autre sens, on trouve ça dommage, parce qu'on aimerait que ce soit médiatisé. Mais dans un autre sens, on se dit que c'est notre monde à nous.
Salarié de Renault depuis 2005, il travaille actuellement sur les moteurs électriques de la marque. Au Technocentre, Xavier communique grâce à un outil de discussion par webcam, avec l'aide d'un interprète qui retranscrit la discussion en langue des signes. Quand il n'est pas au bureau, il joue en championnat de France des sourds avec le Stade Parisien, club qu'il a lui-même créé, et Xavier continue d'affronter les valides au niveau départemental. Son dernier objectif sur le terrain, monter sur les podiums des championnats d'Europe à Paris en 2015. Avant de refermer ce 7-8 week-end, évidemment, place à votre agenda culturel et sportif pour ces 2 prochains jours. Tout d'abord, une exposition d'art Armanais, c'est la 11e édition. L'exposition se tient à la ferme du Manet, à Montigny-le-Bretonneux. Vous pourrez découvrir des peintures ou des sculptures tout le week-end et même élire votre coup de cœur. En sport, c'est du roller hockey, Coupe de France. Les Chocs entrent dans la compétition face aux Patriots de Lille. Rendez-vous au gymnase Chastanier d'Elancourt. Coup d'envoi à 13h ce dimanche. Et dans Kiosque, votre émission culture, la semaine prochaine, Aurélia Debussy vous délivrera tous les secrets pour fêter Halloween comme il se doit. Quant à moi, je vous retrouverai évidemment dans le 7-8 Sport avec la toute nouvelle section féminine des Templiers d'Elancourt. Et n'oubliez pas, ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'hiver. À 3h du matin, il sera 2h. Vous devez donc reculer vos horloges et toutes vos montres. Et bien sûr, on gagne 1 heure de sommeil. D'ici là, excellent week-end sur TV Fil.